Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho consacrée à la crise, à la souveraineté et à la transition énergétique en Europe. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, Anne de Bréjas, ingénieure de recherche chez EDF et porte-parole de la Fédération Sud Énergie, Nicolas Bermans, responsable Europe, expert énergie-climat à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et à distance, Franck Rubanovic, consultant et président du CLE, l'association des grands consommateurs d'énergie. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Au sommaire de cette émission, après la flambée, les prix du gaz sont en nette baisse. En 7 mois, ils sont passés en France de 600 € le mégawatt à 100 €, soit leur niveau d'avant la guerre en Ukraine. Pour autant, a-t-on vraiment passé le plus dur de la crise énergétique? Comment garantir plus de stabilité des prix? Éléments de réponse à suivre. Au moment où le président français défend la souveraineté européenne aux Pays-Bas, un rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale dresse un constat accablant. Fermeture de centrales, divagation politique, manque d'investissement dans le nucléaire ou le renouvelable. La France a perdu son autonomie énergétique. Comment sortir de notre dépendance aux énergies fossiles? Nous ferons le point avec nos invités. Et pendant ce temps, l'Allemagne tourne la page du nucléaire. Ce samedi, les 3 dernières centrales du pays seront fermées définitivement. Comment s'y est-elle préparée? Où en est sa transition énergétique? À quand la souveraineté et à quel prix? On retrouvera notre correspondant à Berlin. Mais d'abord, en France, le prix du gaz redevient abordable. Une bonne nouvelle pour les industries qui en consomment d'importantes quantités. C'est le cas notamment de la verrerie d'Arc dans le Nord-Pas-de-Calais qui a rallumé ses fours après plusieurs mois d'arrêt. Le reportage de nos confrères de France 3. Ils étaient à l'arrêt depuis septembre dernier. La verrerie d'Arc dans le Pas-de-Calais rallume ses fours. Un 4e aujourd'hui. Au total, 7 des 9 fours vont être relancés dans les 2 prochains mois. De quoi rassurer les 4500 salariés français. Mais ça fait du bien de voir que tout retourne, il y a du monde qui vient et tout le monde est content de travailler. On a connu un hiver qui était un petit peu compliqué avec un niveau d'activité qu'on n'avait jamais vécu. On était à entre 30 et 40% d'une activité standard. Et donc le fait de revoir l'ensemble de l'activité qui reprend, forcément, c'est une grande satisfaction. Parmi les 1600 salariés toujours au chômage partiel, les personnels de production devraient retrouver prochainement une activité à temps plein. Là aujourd'hui tous les fours sont pratiquement redémarrés, on va sortir tout doucement de la période d'APLD, donc le chômage partiel pour beaucoup d'entre nous. Oui, c'est effectivement une bonne nouvelle, ça ne pouvait pas durer. Une reprise d'activité rendue possible par la baisse du prix du gaz. À l'automne 2022, l'entreprise le payait 15 fois plus cher qu'avant la crise de l'énergie. Difficile alors de faire face quand l'usine consomme autant de gaz qu'une ville comme Lille. Le redémarrage des fours est un bon signal et le carnet de commandes commence déjà à se remplir. Franck Rubanovic, la crise énergétique est-elle vraiment finie pour les grandes entreprises très consommatrices d'énergie comme celle que vous représentez? Non, elle n'est pas terminée. C'est vrai qu'on est passé par le plus fort de la crise à l'été 2022 quand les prix du gaz ont atteint plus de 150 € et les prix de l'électricité ont dépassé 1 000 € du mégawattheure. Pour autant, il faut voir que les prix du gaz aujourd'hui restent 2,5 fois plus élevés que ce qu'ils étaient avant la crise. On était autour de 20 €, on reste autour de 50 €, donc on a des prix qui restent sensiblement élevés. Qui plus est, on garde des inquiétudes sur l'hiver prochain parce que si la reprise chinoise se confirme, on peut avoir une vraie concurrence entre l'Asie et l'Europe et un prix du gaz qui repart à la hausse. Donc on reste très vigilant même s'il y a une petite embellie. Est-ce que ça voudrait dire que des entreprises pourraient à nouveau stopper leur production? On n'en est pas là, mais ce n'est pas complètement exclu l'hiver prochain. On reste vigilant. Nicolas Bermans, comment expliquer cette baisse des prix actuels? Ça s'explique parce que le prix du gaz est défini sur un marché et le marché est influencé par l'offre et la demande. Il y a eu des transformations côté offre. L'Europe a été en capacité de trouver du gaz qui venait d'ailleurs. Il faut se rappeler qu'avant la crise, 45% du gaz naturel en Europe provenait de Russie par pipeline. Et maintenant, on a réduit à l'échelle de l'année en 2022 à 16% ce ratio-là. Ça veut dire importer du gaz naturel liquéfié d'autres sources. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu des efforts
assez important du côté de la demande, de la réduction de la Vous demande. voulez dire que les appels à la sobriété ont porté leurs fruits ? Alors, en partie, une partie de cette réduction de la demande provient de facteurs conjoncturels, du fait qu'on a eu un hiver relativement doux en Europe. Ça explique, par exemple, selon les experts, la moitié de la réduction de la consommation dans le bâtiment. Les besoins de chaleur ont été moins importants. Et il y a une partie aussi qui s'explique par le fait que, par exemple, la verrerie d'Arc et d'autres industries se sont arrêtées. Donc ça, c'est des choses, finalement, qui ne se reproduiront pas l'année prochaine ou qui ne seront pas souhaitables. Mais néanmoins, on arrive à identifier qu'il y a eu des efforts de sobriété, de moindre consommation, à la fois des ménages et des entreprises. Ça peut provenir de l'augmentation du prix, mais ça provient aussi des appels qui ont été faits à la responsabilité des acteurs. Anne-Catherine Traoré, on entendait Franck Roubanovic inquiet pour l'hiver prochain. Qu'en sera-t-il ? Quels sont les... Il a toutes les raisons de prévisions. l'être, puisque c'est ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on a, une fois de plus, sur une question absolument cruciale et sur laquelle tous les acteurs, y compris la verrerie qui vient de reprendre, ont besoin de visibilité. On se dit, ouf, on a passé l'hiver. Mais et alors ? Et en plus, la sobriété qui consiste à dire qu'on arrête l'usine, donc elle est plus sobre, d'un point de vue économique pour l'entreprise, pas sûr que c'est dans son modèle. Donc on est aujourd'hui face à une situation alarmante, puisque, la guerre en Ukraine a montré que nous n'avions absolument pas commencé la transition énergétique en Europe, à peu près partout, puisqu'en fait, on avait, par exemple, en Allemagne, passé on sort du nucléaire en étant dépendant du gaz russe, ce qui s'est avéré une très mauvaise solution quand la guerre en Ukraine est déclenchée. Chez nous, par exemple, on en est aujourd'hui à 1% en 2021 d'entreprises qui sont en autoconsommation solaire. Or, les entreprises, c'est-à-dire qu'elles ont mis sur leurs usines ou autres des panneaux pour s'auto-alimenter. Et la vraie souveraineté énergétique, c'est d'être capable de produire l'énergie qu'on consomme. Il y a eu une explosion, évidemment avec 2022 encore plus, parce que la prise de conscience que la ligne énergie, qui était souvent, sauf pour les très gros énergéticiens, une ligne quelque part dans les services généraux, tout d'un coup devenait extraordinairement cher. Et le prix du gaz, c'est une chose, donc ça explique tout à fait ce que vient de dire Nicolas sur le fait que du coup, on en arrive à des schémas complètement délirants, puisque par exemple, les méthaniers qui ont amené du gaz qui avait été payé au prix fort, comme il a baissé, en fait, ils n'ont pas livré leur gaz, ils ont attendu que les prix remontent un peu, donc ils faisaient des ronds dans l'eau en Espagne, parce qu'en termes de pollution et de climat, je vous explique même pas les conséquences. Donc on est bien sur un marché qui en fait ne tire pas, d'abord n'est pas vraiment sobre, ne s'est pas vraiment transformé, et qu'on a encore les mêmes questions énergétiques qu'on avait le jour de la guerre, le jour du déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors au cœur des critiques, le marché européen de l'électricité qui ne répond pas, on l'a dit, à la loi de l'offre et de la demande, ce qui serait source de volatilité. La réforme de ce marché par l'Europe, qui prévoit notamment la mise en place de contrats à long terme, est-elle de nature à éviter un nouveau choc tarifaire ? Ça va un tout petit peu améliorer les choses, mais c'est largement insuffisant. Et il faut peut-être revenir sur la grosse crise qu'on a eue, les factures qui ont explosé, les industriels qui ont baissé leur production, les communes qui ont été confrontées à des multiplications par 3, 4 des factures, toutes les entreprises qui sont en difficulté. Pour le gaz, ça peut s'expliquer parce qu'effectivement, en tout cas pour quelque temps, on a une dépendance à un marché mondial, à un cours mondial qu'on arrive mal à maîtriser. Sur l'électricité, on est très peu dépendant du gaz, et à moins de 10%, sauf qu'on a des prix d'électricité qui sont complètement dépendants du prix du gaz. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu mettre en concurrence ce secteur électrique depuis maintenant 20 ans. Et en fait, on a eu une succession de crises depuis 20 ans, puisqu'on a des prix d'électricité qui ne correspondent pas du tout au coût de production. Et donc, quand les prix sont trop bas, c'est un problème pour les producteurs qui n'arrivent pas à rentrer dans leur fonds. Et quand les prix explosent, comme ça a été le cas, ce sont les consommateurs qui trinquent. Et donc, pour nous, la seule solution, ça serait de revenir à un système régulier avec des tarifs régulés qui sont basés sur les coûts de production. On n'aurait pas eu cette crise, clairement. Et, sauf que ça paraît absolument impossible. On peut se dire, au bout de 2 ans de crise vraiment majeure, enfin, on pourrait espérer remettre en débat cette question et dire pourquoi est-ce qu'on reste dans un système en concurrence qui ne correspond à rien. Juste pour rappeler, les gens ont soi-disant le choix entre leurs fournisseurs d'électricité. Les fournisseurs, ils font rien. Ils produisent pas, ils stockent pas, ils transportent pas. C'est des financiers qui achètent pour revendre de l'électricité. Et non, c'est toujours impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de rajouter des rustines comme depuis 20 ans. Et donc là, de développer des contrats à long terme pour au moins essayer de stabiliser un peu les prix et d'être moins dépendant de ce prix de marché, mais on restera dépendant de ces prix de marché.
On veut toujours pas, ça sera toujours interdit d'avoir des tarifs réglementés, ça sera même encore plus interdit qu'avant. Et puis, dans ces contrats long terme, il va y avoir des contrats long terme avec le public, mais il va y avoir des contrats long terme entre acteurs privés. Ça veut dire qu'on va avoir des inégalités gigantesques entre consommateurs. C'est-à-dire qu'on va dire telle centrale aura un contrat avec tel groupe de consommateurs, telle centrale avec tel autre. Or, les coûts de production des différentes centrales sont très, très différents. Même sur l'éolien en mer, c'est de l'ordre des ratios de 1 à 3. Donc vous êtes en train de dire qu'il faudrait revenir à un monopole ? Absolument, il faudrait revenir à un monopole pour l'exploitation du parc de production. C'est-à-dire, on peut avoir de la concurrence en amont au moment où on construit les centrales par appel d'offres, comme ça se fait aujourd'hui. Mais une fois que les centrales sont là, de toute façon, il faut qu'elles soient gérées de manière... en fait, c'est un programme d'optimisation, pour le dire clairement. Donc ça doit être un monopole. Et puis, en s'intégrant... éventuellement via le marché, juste pour les échanges avec nos voisins. Et juste pour dire, ça ne voudrait absolument pas dire qu'on se passerait de la solidarité européenne et qu'on serait déconnecté des voisins. Pas du tout. J'aimerais faire réagir Franck Rubanovic sur un retour au monopole. Est-ce que cela est possible et envisageable pour les entreprises que vous représentez ? Alors, je voudrais avant tout dire que je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Anne de Bréjas. Pour nous, je pense qu'un retour au monopole serait relativement idéal, au sens où il nous permettrait enfin de bénéficier d'un prix d'électricité stable et en rapport avec les coûts de production, ce qu'elle a très bien expliqué. Maintenant, il se trouve qu'on est dans un cadre européen où les décisions, qu'on le veuille ou non, se prennent au niveau de l'ensemble des États membres. Et à ce titre-là, même si ça reste une rustine, comme elle l'a très bien expliqué, le projet de réforme du marché qui permet d'avoir des contrats de long terme, notamment publics, va quand même dans le bon sens. C'est-à-dire que ça devrait nous permettre d'avoir sur une bonne partie de notre consommation une plus grande stabilité des prix que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Je préfère donc voir le verre à moitié plein, même si je partage l'analyse de Anne de Bréjas. Nicolas Bermans. Oui, peut-être une réflexion sur cette idée de monopole et repartir en fait des causes de cette crise. Les causes de cette crise, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. On n'a pas fait suffisamment pour réduire notre consommation d'électricité, on n'a pas investi suffisamment dans des actifs bas carbone. Et cette question, on peut imaginer tout à fait un retour au monopole, mais elle se posera, l'adéquation entre l'offre et la demande, elle se posera aussi qu'on choisisse d'organiser différemment le marché. Dans le détail, si on retourne au monopole, il faudra définir des prix d'achat pour les producteurs, définir des tarifs régulés. Au passage, rappelez aussi que les consommateurs résidentiels en France ont accès à un tarif régulier qu'ils ont le droit de choisir via EDF. Donc ça concerne une partie des consommateurs seulement. En fait, ce qui est peut-être important, c'est qu'on, finalement, à travers cette discussion, on décorrèle, la question du changement climatique de la question énergétique. Or, aujourd'hui, au-delà de savoir s'il y a un fonctionnement de marché, le gaz est une énergie fossile. Donc, à partir du moment où on n'a pas du tout organisé notre sortie du gaz, ça pose un vrai problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand débat sur la taxonomie. Donc, il y a aujourd'hui en Europe... Qu'est-ce qui est renouvelable et qui ne l'est pas ? C'est le langage européen de ce qui est vraiment vert. Et donc, il y a eu une bataille entre deux axes européens, puisqu'aujourd'hui, on a les pro-nucléaires, dont la France, mais ils ne sont pas tout seuls, et les pro-gaz, qui sont dont l'Allemagne, mais elle n'est pas toute seule non plus. Et donc, cette guerre-là s'est reflétée dans le référentiel dont se dotait l'Europe pour définir ce qui était vert ou pas. Et les deux tendances ont réussi à obtenir une sorte de consensus en disant, du coup, on met le nucléaire et le gaz dans la taxonomie. Aujourd'hui, pour information, aucun énergéticien, et du coup, le gaz et le nucléaire devaient avoir des standards extrêmement exigeants. Aucun énergéticien européen ne reporte une part de gaz alignée sur les standards de la taxonomie. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que il faut théoriquement converger entre la transition énergétique, l'autonomie, la souveraineté et l'objectif climatique. Justement, là-dessus, c'est pas ce qui se passe. Justement, on a vu que les gouvernements avaient beaucoup aidé les ménages, mais aussi les entreprises. Le ministre de l'Industrie, ne serait-ce que sur la Very Arc, dont on parlait au début de l'émission, a annoncé un nouveau prêt de 10 millions d'euros à la Very. Au total, il a prêté 138 millions d'euros à cette entreprise. Est-ce que c'est justifié d'une part par son poids économique, par les emplois, et est-ce que vous diriez que c'est autant d'argent qui ne serait pas investi dans la transition énergétique ? Ce qui est certain, c'est que c'est des solutions un peu de court terme pour répondre à la crise. Et quand on regarde les sommes qui sont mises de côté, qui sont consacrées par les gouvernements pour ces boucliers tarifaires, en France comme ailleurs en Europe, ça représente des volumes conséquents. En France, c'est 45 milliards d'euros qui ont été mis de côté pour
ces mesures pour les ménages et les entreprises. Contre combien pour la transition énergétique ? Eh bien, on peut le comparer à certaines sommes. Par exemple, prenons l'exemple de MaPrimeRénov', c'est 3 milliards d'euros par an pour inciter à la rénovation énergétique. Donc on est rapport de 1 à 15. Si, par exemple, la moitié de ces 45 milliards avait été utilisée pour investir dans la transition, investir dans les énergies renouvelables, investir dans la rénovation énergétique, eh bien, on comblerait l'écart qui est estimé par rapport aux besoins d'investissement pour se mettre sur la trajectoire de nos objectifs climatiques. Donc, évidemment, dans une période de crise, l'État réagit comme il peut. Mais maintenant, on doit aussi avoir un débat quand on sortira progressivement de cette crise de est-ce qu'on ne peut pas mobiliser ces mêmes sommes d'argent pour des solutions de long terme qui combinent climat et souveraineté. Franck Roubanovitch, cette crise a-t-elle été l'occasion pour les entreprises de revoir leur mode de production, plus de sobriété ou de l'électrification ? Alors, il faut bien différencier l'industrie du secteur tertiaire et public. Dans l'industrie, ça fait de longues années qu'on fait très attention à nos consommations d'énergie parce que c'est une part très importante de notre valeur ajoutée. Et en réalité, dans l'industrie, on attend le signal prix qui va faire en sorte que le gaz sera de plus en plus cher et que l'électricité sera à un prix contrôlé. C'est ça qui nous inciterait à nous électrifier. Mais en termes de sobriété, on peut faire des efforts et on continue à en faire, mais on n'a plus tellement de marge. En ce qui concerne le secteur tertiaire, en revanche, il y a beaucoup de choses à faire, notamment ne serait-ce que réduire les températures des bureaux, etc. Et donc là-dessus, je pense que ça a été un signal important. Reste à s'assurer que dans les années à venir, on saura tenir le cap et garder l'effort sobriété qui a été fait. C'est ce qu'on va essayer de faire. Pour reprendre, Franck Roubanovitch, l'exemple d'Arc, précisément, la verrerie commence à investir dans des fours électriques. Ces besoins en électricité, par conséquent, vont croissant, d'où, j'imagine, un besoin de visibilité pour ces industriels. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le gouvernement aide ces entreprises à s'électrifier en subventionnant leurs investissements. Simplement, ces machines électriques, elles s'amortissent sur 20-25 ans. Donc, si vous avez un prix de l'électricité qui reste indexé au prix du gaz, dont vous ne savez pas si dans 10 ans, il ne va pas être 2 fois ou 3 fois plus cher, c'est très difficile de faire ce type d'investissement. C'est pour ça, pour la transition énergétique, qu'on a vraiment besoin d'un prix de l'électricité qui soit prévisible à long terme, à 20 ans. Et là, on sera capable de faire les investissements nécessaires massivement et rapidement pour s'électrifier. Alors on en vient précisément à notre deuxième partie. En visite aux Pays-Bas, Emmanuel Macron a défendu tous azimuts l'autonomie stratégique en Europe face à la Chine et les États-Unis. Je vous propose de l'écouter. Nous ne voulons pas fermer nos économies, nous croyons dans des économies ouvertes. Mais nous ne voulons plus dépendre de certains et nous voulons en tout cas moins dépendre en général. Nos deux pays disposent en effet de capacités clés en matière de recherche et de production dans nombre de ces technologies de pointe. Donc vous le voyez, c'est un agenda bilatéral au service d'une ambition européenne partagée. Alors c'est une déclaration qui intervient au moment où une commission d'enquête parlementaire accable les choix énergétiques de la France de ces 30 dernières années. Mauvaise organisation d'EDF, manque d'anticipation, revirement sur le nucléaire. Il y en a d'ailleurs beaucoup question, peut-être trop, dans ce rapport, Anne de Bréjas, après une année noire en 2022 pour le nucléaire, où une trentaine de centrales sont restées fermées pour défaut d'entretien. L'État demande aujourd'hui à l'entreprise de produire plus en optimisant les capacités de ces 56 réacteurs. Et en parallèle, on voit un directeur général d'EDF, de l'entreprise, qui gèle les embauches en raison de ces difficultés financières. Est-ce bien réaliste ? Non, on fait du pilotage à vue depuis longtemps. Alors juste pour les difficultés du parc nucléaire, c'est essentiellement en très grande partie lié à un défaut de conception générique, pas un défaut d'entretien, même si on a un parc vieillissant avec une production qui baisse. Mais bon... Depuis maintenant longtemps, on a un pilotage en fonction du prix de l'électricité. Moi, je suis dans la recherche. La recherche, on sait qu'on en a énormément besoin dans l'énergie. Et on a perdu plus de 35% de nos effectifs depuis l'ouverture des marchés, au début des années 2000. Ça continue. En plein plan de relance, quand Emmanuel Macron déclarait qu'il fallait absolument investir massivement en 2020 et notamment dans la transition énergétique,
à EDF, on annonçait exactement au même moment un nouveau plan d'austérité. On va de plan d'austérité en plan d'austérité parce qu'on nous explique que comme les prix de marché sont bas, il y a des difficultés. Et quand les prix de marché sont hauts, il y a d'autres difficultés. Et finalement, on n'a aucune visibilité à long terme, ce qui est essentiel. Vous parlez de plan d'austérité et parallèlement, le programme nucléaire défendu par Emmanuel Macron prévoit désormais plus de 50 milliards d'euros pour 6 premiers nouveaux réacteurs. L'État a-t-il les moyens de ses ambitions ? Mais de toute façon, il va falloir investir massivement, quel que soit le choix. Bon, enfin, juste pour revenir, effectivement, il y a un problème. Il va falloir renouveler le parc massivement dans les prochaines décennies. C'est 66 milliards qui sont nécessaires pour ne serait-ce que prolonger la durée de vie des centrales actuelles. Oui, mais ce que dit RTE aussi dans son rapport, il dit que c'est entre 20 et 25 milliards qu'il faudrait investir par an dans le système électrique. Donc ce sont des sommes énormes, mais on ne peut pas s'en passer. Après, si on avait un tarif réglementé qui était basé sur les coûts de production, l'État aurait moyen d'investir. Il faut juste savoir que quand on paye l'électricité, pratiquement la moitié du coût, c'est des coûts de financement, c'est-à-dire le fait qu'on rémunère les prêteurs. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Il ne faut absolument pas mettre du risque dans le système, s'adresser à des investisseurs privés qui vont réclamer énormément. Il faut revenir à un système simple, efficace. Et dans tous les cas, on n'a pas le choix. Il faudra investir massivement, on le sait. Et donc, il faut se donner aussi les moyens de planifier. Anne-Catherine Traoré, la consommation d'énergie repose sur le nucléaire, on l'a vu, mais aussi à 65% sur les énergies fossiles. L'indépendance n'a donc pas bougé ces 30 dernières années. Non, puis si on va jusqu'au bout, on n'est pas très indépendant par le nucléaire non plus, puisqu'il nous faut de l'uranium et qu'après ma connaissance, on n'en produit pas en France. Donc c'est ça le sujet. Mais en fait, il y a un autre éléphant dans la pièce, c'est nos besoins en électricité. Puisque donc là, on parlait des processus industriels qui cherchent à être plus sobres. Et à s'électrifier, justement. Mais en s'électrifiant. Donc si vous mettez bout à bout le passage aux voitures électriques, le passage il a été évoqué que ça consommait l'équivalent de la ville de Lille pour juste une usine. Donc on imagine ce que ça va demander en électricité. Là, la question, elle est fondamentale. La question est à quel coût, évidemment, mais surtout à qu'est-ce qu'on est capable de produire en termes d'électricité. Et même sur des choses, par exemple, les câbles en cuivre, on sait qu'on est vraiment au maximum de la production mondiale. On ne peut pas aller plus loin. Or, si vous mettez juste sur le papier un certain nombre d'éléments, vous voyez bien que ça ne va pas être tenable. Et en fait, le vrai sujet économique fondamental, c'est que la plupart des business plans sont faux parce que, comme vous le disiez, monsieur, il n'y a pas de visibilité. Donc aujourd'hui, vous êtes un gros consommateur d'électricité, vous ne savez pas à quel prix vous allez le payer. Donc vous faites un business plan sur 5 ou 10 ans et vous l'avez très bien expliqué. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous mettez des variables dont vous savez pertinemment qu'elles vont être peut-être totalement à côté, enfin vous ne savez pas. Et donc là-dessus, et la question de est-ce que le système électrique français est capable maintenant et dans les 5-10 ans de produire l'électricité nécessaire pour la transition qu'on est en train de programmer à base de tout électrique, je pense qu'Anne me confirmera que c'est non. Donc la question, c'est est-ce qu'on s'y met ou pas ? Franck Roubanovic, la question, est-ce qu'on s'y met ou pas ? Est-ce que vous partagez ce constat accablant du rapport parlementaire ? Et on a vu Emmanuel Macron qui a défendu des filières industrielles, l'éolien notamment, le solaire. Est-ce que c'est la solution et peut-être à quel prix ? Je partage tout à fait le constat. On a perdu 20 ans. Il y a eu des décisions absolument dramatiques, que ce soit en France d'ailleurs, en arrêtant la filière nucléaire, et encore plus en Allemagne en sortant totalement du nucléaire. Ce sont des choses qu'on va payer cash très cher dans les décennies qui viennent, parce qu'il va falloir 20 ans pour remonter au niveau de production nucléaire nécessaire pour couvrir nos besoins. Moi, je pense qu'on est dans un tel état de besoin d'énergie, et notamment d'électricité, qu'on doit développer à la fois le nucléaire et à la fois les énergies renouvelables, même si on sait que les renouvelables sont intermittentes et à ce titre compliquées à gérer. On n'a tout simplement pas assez de nucléaire disponible aujourd'hui pour couvrir nos besoins. Donc moi, je suis évidemment très favorable à l'accélération du nucléaire, mais aussi à l'accélération de l'éolien offshore. Nicolas Brémans, l'Europe et la France se sont dotés d'une stratégie bas carbone, d'objectifs ambitieux qui ont été d'ailleurs revus à la hausse. Où est-ce que ça coince ? Ça coince dans la mise en œuvre. On a des grands objectifs, on a de plus en plus d'ambition, mais vraiment, la question c'est est-ce qu'on arrivera à déployer tout ce qu'on a mis sur le papier ? Alors, je voudrais avoir quand même un point de vue, si on prend l'échelle européenne, un point de vue moins négatif. On a des développements importants qui accélèrent dans les énergies renouvelables dans beaucoup d'États pour produire de l'électricité. Il reste un gap important.
Et quand je dis énergie renouvelable, c'est énergie renouvelable électrique, mais énergie renouvelable thermique aussi. Donc ça, c'est essentiel. Précisément, on va regarder un exemple de ces énergies renouvelables qui sont en plein boom. On va s'intéresser notamment au biométhane, filière qui était inexistante il y a encore quelques années, mais qui aujourd'hui est précisément en pleine expansion. Regardez ce reportage de Rebecca Martin, Jonathan Walsh et Armelco. Moritz Quack est un pionnier. Il a été l'un des premiers en France à parier sur la biométhanisation, un processus biologique de dégradation des matières organiques qui permet de produire du gaz. Le fonctionnement du méthaniseur reprend l'ensemble du fonctionnement de la biologie qui s'opère dans la panse de la vache. C'est juste qu'on va le reconstituer de manière artificielle dans une cuve. Depuis 10 ans, il recycle des effluents d'élevage et des déchets agricoles et agroalimentaires pour produire de l'énergie. Un gaz vert au même niveau de qualité que le gaz naturel et injecté dans le réseau. 13 gigawattheures par an, de quoi alimenter plusieurs centaines de foyers alentours. Ça, c'est très important. On arrive à produire l'énergie verte du territoire. Et à l'échelle nationale, on peut s'imaginer qu'en 2030, les agriculteurs et autres acteurs de la filière biométhane seront en capacité de produire 20% des besoins de la France. Ça veut dire que si on fait bien le travail, on n'aura absolument plus besoin du gaz russe. Pour le WWF, le biogaz est une formidable énergie renouvelable. Mais l'ONG environnementale met en garde contre les potentielles dérives d'une filière à la croissance trop rapide, qui pourrait peser sur les prix et la disponibilité des matières premières. Ce qu'on ne souhaite absolument pas voir se développer, ce sont des exploitations agricoles qui, par exemple, vont se mettre à utiliser des pesticides, à utiliser des engrais de synthèse, à irriguer des cultures intermédiaires pour alimenter des méthaniseurs. Avec 2 à 3 nouveaux méthaniseurs raccordés au réseau chaque semaine et 8000 emplois créés rien qu'en 2022, la filière de la biométhanisation est en plein boom en France. Mais le contexte inflationniste pourrait freiner cette croissance exponentielle. Investir coûte déjà 20% plus cher qu'il y a 10 ans. Nicolas Brémans, on voit bien le développement de ce biogaz prometteur, mais qui aussi pose certaines limites. Il n'y a donc pas de solution miracle, il n'y a pas de remède miracle. Non, il n'y a pas de solution miracle. C'est un des leviers, mais dans le cas précis du biogaz, eh bien, on voit très très vite que finalement les volumes énergétiques qu'on pourra tirer de ce biogaz sont assez limités. Ils sont limités pourquoi ? Parce qu'on veut aussi limiter les impacts sur, c'était très bien dit dans le reportage, sur l'exploitation agricole en tant que telle, les impacts sur la biodiversité qui peuvent être associés à ça. Donc ce serait un mirage de faire croire qu'on pourra remplacer le gaz naturel actuel, le gaz fossile, à l'identique avec les ressources en biogaz qui existent en France. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on va devoir faire, c'est certainement développer ce biogaz, consacrer ces molécules à certains usages là où ils ont le plus de valeur et penser une réorganisation des vecteurs énergétiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'électrification pour les besoins de chauffage aussi, les besoins de chauffage dans l'industrie ou dans le bâtiment. Et c'est pour ça que la question de l'investissement dans la production d'électricité et dans la réduction des usages est si importante. On va prendre la direction de l'Allemagne qui, pendant ce temps, doit fermer ses 3 dernières centrales nucléaires ce samedi. Luc André, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Berlin. À l'automne dernier, l'Allemagne avait décidé de prolonger ses réacteurs en raison de la crise énergétique. Cette fois, pas de report. Cette sortie du nucléaire, elle ne s'est pas faite en un jour. Et non, et contrairement à une idée répandue, la sortie du nucléaire n'a pas été amorcée par Angela Merkel après la catastrophe de Fukushima, mais par Gerhard Schröder 9 ans plus tôt, en 2002. Angela Merkel, elle, avait voulu revenir sur cette décision quelques mois avant l'accident à la centrale japonaise, mais l'onde de choc de cette avarie l'a conduit à une volte-face pour rester en phase avec la population allemande, qui d'ailleurs, une frange de cette population, avait toujours contesté ce choix technologique depuis les années 1970. Donc l'ex-chancelière Angela Merkel a été un petit peu opportuniste et elle a donné l'impulsion définitive pour se passer de l'atome dans la production d'électricité outre-Rhin. La sécurité énergétique est assurée, affirment les ministres allemands de l'Environnement et de l'Économie, ajoutant que cette décision rendra le pays plus sûr. Est-ce vraiment le cas et comment l'Allemagne est-elle sortie de sa dépendance au gaz russe ? Alors pour sortir de cette dépendance, Berlin a diversifié ses approvisionnements à marche forcée. En quelques mois, des accords ont été passés avec le Qatar, avec le Canada pour livrer du gaz. On a construit des terminaux GNL pour l'accueillir, le pays n'en avait pas. Et puis l'Allemagne aussi relancé des centrales à charbon assez polluantes. Et donc, en répartissant un peu plus les risques entre différents fournisseurs, l'Allemagne a réduit son exposition. L'étape suivante pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles, c'est de ne compter plus que sur les énergies renouvelables produites localement. Eh bien, précisément, comment sort-elle donc de sa dépendance aux énergies fossiles et où en est cette transition énergétique à l'allemande ?
Alors si on considère la production d'électricité, l'an dernier, les énergies renouvelables ont couvert un peu moins de la moitié de l'électricité consommée en Allemagne. L'objectif est fixé à 80% pour 2030. C'est très ambitieux car l'essor du solaire, de l'éolien est freiné par la lenteur des procédures d'autorisation et les nombreux recours devant les tribunaux. Il faut en moyenne 7 ans pour construire une éolienne. Alors le gouvernement d'Olaf Scholz veut simplifier et accélérer les procédures, mais il y a fort à faire. Olaf Scholz l'a résumé dernièrement avec une formule assez marquante. L'Allemagne doit ériger 4 à 5 éoliennes par jour pour remplir ses objectifs 2030. C'est 4 à 5 fois plus que ce qui s'est passé en 2022. Et on parle bien sûr que d'électricité. Quand on parle d'énergie renouvelable, c'est un peu moins de la moitié couverte par les énergies renouvelables. Si on prend toute l'énergie consommée en Allemagne, alors pour le chauffage, pour le transport, la part des renouvelables n'est que de 17%. Merci beaucoup Luc-André, vous étiez en direct de Berlin. Anne de Bréjas, comment regardez-vous cette sortie du nucléaire allemand et leur avancée sur le renouvelable? Si vous voyez prendre des notes. Ouais, non, mais je réagissais un peu sur la question de dire c'est un problème d'autorisation et de lenteur d'autorisation, le rythme de développement des éoliennes. On va encore une fois, vers un bouleversement de la production électrique. Moi, je suis moins tranchée sur est-ce qu'il faut du nucléaire ou pas. Il y a aujourd'hui des scénarios sur la table qui sont faits par des organismes publics, comme RTE, qui disent il y a des possibilités 100% renouvelables et des possibilités avec nucléaire. Moi, je pense qu'on devrait avoir un vrai débat citoyen là-dessus qui va au vote pour décider et ensuite aller franchement dessus. Mais l'éolien, partout, il va falloir par exemple beaucoup d'acier, il faut mettre en place des filières industrielles et ça, c'est un énorme défi. Il va falloir rouvrir des mines en Europe. Il va falloir rouvrir des mines en Europe, il va falloir organiser une économie du rationnement, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers les énergies renouvelables, ça consomme beaucoup de ressources, on sait qu'on va vers de la rareté, il va falloir partager, et donc je pense qu'au-delà même de l'énergie, il faudrait avoir une vraie réflexion, une vraie planification sur qu'est-ce qu'on veut produire et comment on veut consommer. Et la question de la sobriété, c'est pas juste les petits gestes comme voudrait nous faire croire le gouvernement. Il faut repenser complètement nos modes de production et de consommation. Il faut arrêter de dire il faut travailler plus pour produire plus tout et n'importe où. Non, il faut vraiment orienter notre économie parce on est dans une économie qui se transforme complètement avec de la rareté partout sur toutes les ressources. Anne-Catherine Traoré, alors, de la rareté. Alors, de la rareté, de la pénurie, parce que je me souviens d'une conférence sur le Bitcoin où j'étais, et je leur ai dit, et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'électricité ? Et en fait, tous les gens qui étaient là, il n'y en avait pas un seul qui avait pensé à ça. Or, vous avez par exemple aujourd'hui au Kazakhstan, comme c'est un pays qui a fait appel à ce qu'on appelle les mineurs de Bitcoin, les habitants du Kazakhstan, ils n'ont plus d'électricité. Et donc, nous, on a pendant très longtemps été, l'idée même d'un blackout, alors qu'en fait, il y a des catastrophes naturelles qui peuvent priver la Bretagne ou la Corse. C'est quand même les deux qui payent à chaque fois, qui n'ont plus d'électricité. Donc là, on a une espèce d'aveuglement sur le fait que la question de est-ce qu'on est capable de produire, qui est l'objet du rapport, est-ce qu'on est en capacité, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus rien, que tout est coupé et que toutes nos technosolutions ne fonctionnent plus. Parce que tout le monde parle, par exemple, on a passé l'hiver, tout va bien. Mais avec les pénuries et l'augmentation de la chaleur, la question, c'est la clim. Vous avez beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de sujets, par exemple dans tous les gratte-ciel type la défense. La question les besoins en électricité, elle est constante dans l'année. C'est pas pour la même chose. C'est ce que vous disiez tout à fait sur la question du tertiaire. Et ce n'est pas adressé aujourd'hui. On continue à construire, pas très loin de chez vous. Il y a des tas de choses qui sortent de terre en verre, en acier. Donc, comment on... Très énergivore. Très énergivore pour les construire, pour les exploiter. Et alors que vraiment, ça fait 20 ans qu'on sait très bien quelle est la problématique, qu'on sait très bien quels sont les engagements climatiques. Et parce qu'on pense en silo. Et on ne pense pas systémique. J'aimerais faire réagir là-dessus précisément Franck Rubanovic et aussi peut-être comment vous regardez l'exemple allemand où on a vu une industrie, un pays industriel par nature et qui a été en première ligne pour qui les questions de sécurité énergétique sont vitales. Alors, je partage le constat qui vient d'être fait sur le changement profond de société qui nous attend en termes de sobriété, en termes d'habitude de consommation et de production. On va au-devant d'une pénurie croissante de matériaux, d'une disponibilité énergétique limitée. Donc on doit remettre en question à titre personnel et à titre d'entreprise nos usages. On commence à y travailler, mais bien trop modestement. Alors pour parler de l'exemple allemand, je pense que c'est vraiment le mauvais exemple, puisqu'ils mettent tous leurs œufs dans le même panier.
qui est celui des renouvelables, et on voit qu'ils envisagent d'importer de l'hydrogène ou d'importer de l'électricité d'origine photovoltaïque d'Afrique du Nord. C'est-à-dire c'est tout sauf de l'autonomie, c'est tout sauf de la résilience. A contrario, des pays comme le Royaume-Uni ou la France envisagent de pouvoir rester exportateurs d'électricité dans les prochaines décennies. C'est la raison pour laquelle il faut continuer, à mes yeux, à privilégier le nucléaire, qui est une production d'électricité beaucoup moins consommatrice de matériaux par kilowattheure produit. Mais encore une fois, on aura besoin de tout. Donc on est dans une telle difficulté qu'on doit à la fois faire des gros efforts de sobriété majeurs et à la fois développer au maximum de ce qui est raisonnable l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire. Il ne faut pas faire un combat entre ces différents types d'énergie, ce serait une grosse erreur. Nicolas Brémond, on entend l'Allemagne n'est pas un bon exemple pour ce qui est de ses choix énergétiques. En revanche, dans les aides apportées peut-être aux entreprises et aux ménages, il y a eu une forme d'une approche progressive de la tarification. Vous pouvez nous expliquer et nous dire si ça pourrait être un exemple pour la France, par exemple? Alors oui, ce qui a été proposé en Allemagne, c'est un bouclier tarifaire qui finalement couvrait un coût de l'énergie en proportion de la consommation historique. Donc, c'est-à-dire les entreprises et les ménages avaient un prix plus bas que le marché lié au coût de production sur 70% de leur consommation. Ça a un avantage double parce que sur 30% de la consommation, on reste exposé à des prix élevés, ce qui donne une incitation économique aux acteurs à investir dans l'efficacité énergétique, à mettre en place des actions de sobriété. Et ça limite aussi un peu le coût pour les finances publiques, ce qui permet peut-être de consacrer une partie de cet argent pour justement investir dans la transition, trouver des solutions de plus long terme. C'est ce qu'on appelle finalement la tarification progressive de l'énergie, une tentative de cela. Alors pour l'instant c'est transitoire en Allemagne, on verra si ça perdure. D'autres États dans le monde l'ont mise en place, mais c'est peut-être une question qu'il va falloir finir par se poser. Si on est justement dans un monde plus contraint, de dire, eh bien, il y a... Avec des finances publiques très contraintes. Avec des finances publiques contraintes, mais aussi avec finalement des ressources, et l'électricité et l'énergie contraintes. Peut-être qu'il faut garantir un accès à l'énergie qui correspond à certains services, et ensuite facturer ce qu'on peut considérer comme de la consommation qui n'est pas à privilégier. Le bitcoin, on peut se poser la question, par exemple. C'est un autre débat. Ou d'autres consommations d'énergie qui peuvent exister. Anne-Catherine Traoré, en guise de conclusion, y aurait-il un bon élève européen en matière de sobriété et d'autonomie énergétique? On peut citer le Danemark. En fait, c'est vraiment, il a été constant dans sa volonté de s'affranchir justement en s'appuyant sur le renouvelable et l'éolien. Bon, c'est un petit pays, mais c'est un pays qui s'est donné les moyens de faire ça et qui a surtout aligné sa politique gouvernementale avec ses financements, puisque les fonds de pension danois ont dû financer tous ces parcs éoliens, avec l'objectif clair, mais avec exactement ce que chacun réclame, c'est-à-dire de la visibilité et de l'objectif qui fait que son autonomie énergétique basée était proportionnée à ses besoins. Puisque là, on parle de l'Allemagne, il ne faut pas oublier que c'est un géant industriel. Donc les besoins colossaux des usines allemandes, qui avaient fait dire d'ailleurs au moment du gaz russe que tout allait s'arrêter, que c'était la crise de 29, etc., parce qu'ils savent quels sont leurs besoins. Le Danemark a bien sûr des besoins moindres, mais il y a quand même, dans un certain nombre de pays, qui sont souvent plus petits, donc qui sont beaucoup plus conscients de leur fragilité. Et surtout, ils assument le fait que c'est la question énergétique et la question politique majeure. C'est quand même très dommage qu'on ne l'ait jamais eu dans les débats présidentiels et législatifs de l'année dernière. Nicolas Brémond, en moins de 30 secondes. Oui, je voulais réagir rapidement sur l'exemple du Danemark. Juste en parallèle à ce qu'on disait sur le nucléaire juste avant, le Danemark n'a pas de centrale nucléaire et ne planifie pas d'investir dans les centrales nucléaires. Donc, juste pour dire, ils basent leur transition largement sur les énergies renouvelables. Et finalement, au moins jusqu'à 2030-2035, c'est principalement là qu'on peut trouver des leviers pour augmenter l'offre énergétique en Europe. Ensuite, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme les Danois. Chaque pays a sa spécificité. Mais pointer qu'un bon exemple peut aussi être un exemple basé sur les énergies renouvelables. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.